Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour le Texama Show 151. Comme d'habitude pour l'actualité technologique et informatique de la semaine. Tape des matières dans la description, d'ailleurs, au passage, et aussi qui s'affiche sur la barre de lecture. Si vous êtes sur iOS, Android ou PC fixe, mais si vous êtes sur TV, vous ne la verrez pas. Du coup, mini première news. La semaine dernière, j'avais mis un truc qui s'affichait en bas pour afficher justement quel sujet j'étais en train de parler, le temps que ça prenait et tout. C'était surtout principalement un test. Je ne le mettrai pas forcément pour l'épisode de cette semaine-ci, parce que l'air de rien, ça prend beaucoup plus de temps de faire comme ça. Il faut que je trouve en fait une manière de bien le faire et qui est relativement pas trop compliqué non plus à faire. Et aussi le problème, c'est que certains l'ont indiqué, c'est que ça prend trop de place, mais le truc c'est que il y a l'interface YouTube. Quand les gens regardent une vidéo YouTube et qu'il y a l'interface qui apparaît, elle va passer devant la barre, ou sinon. Donc, il me faut quelque chose qui passe devant l'interface YouTube. Donc, il faut que ce soit plus haut, tout simplement. Donc, ça prend plus de place. Donc, je suis en train d'y regarder à ce que je peux faire éventuellement, me mettre sur le côté, le mettre à côté de ma caméra, ce qui serait logique vu en général, je mets toujours ma caméra du côté de la page web quand je regarde un site web où il n'y a rien d'intéressant. Et du coup, c'est pas grave si c'est caché. Donc, c'est ce que je devrais peut-être regarder. Mais après, une barre de progression qui est verticale, c'est plus illogique. Donc, je verrai bien ce qui pourrait coller le plus. Si vous avez des idées là-dessus, je suis preneur. Peut-être à gauche, à droite, d'une certaine manière, d'une autre manière. Je suis preneur. Première news, et ça me concerne assez bien, c'est au niveau de SpaceX et aussi de la NASA. Donc, je vous rappelle, la semaine dernière, il y avait eu le lancement historique de SpaceX, d'astronautes vers la station internationale. Ils sont toujours d'ailleurs là-haut, pour information. Alors, leur mission dure encore un petit moment. Je ne sais plus exactement combien de temps, mais bon. Du coup, c'était génial. Magnifique lancement et tout. Je l'ai streamé, si j'en avais parlé la semaine dernière. Mais un truc que vous n'avez pas vu dans le Texama Show de la semaine dernière, c'est que moi, j'ai tourné le Texama Show juste après le live. Et du coup, il s'est passé quelque chose le lendemain. Le lendemain, vers 10h du matin, à peu près tous les lives qui rediffusaient ces images de SpaceX ou de la NASA se sont fait copyright strike, ou plutôt ils se sont fait bloquer au niveau copyright par National Geographic. National Geographic n'a évidemment pas les droits du live de la NASA, ça semble logique à dire. National Geographic, ça appartient d'ailleurs à Disney pour enfants. Et du coup, oui, non, Mickey Mouse, tu n'as pas le droit de dire que c'est à toi le live de SpaceX. Donc même la NASA s'est fait avoir son live, donc même la NASA, pour dire. Et il a fallu une dizaine d'heures pour que ça règle le problème. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'était dimanche. Non, c'est quand même pas normal. Ce n'est pas normal que pendant 10 heures, YouTube a bloqué une vidéo de la NASA en se disant, ouais, la NASA, je ne comprends pas comment YouTube ne s'est pas dit, tiens, genre, c'est ça que je me dis, le pire, c'est que tiens, National Geographic a dit que cette vidéo leur appartenait, et il y a toutes ces chaînes, même des chaînes genre reconnues, genre la NASA, SpaceX, qui se sont fait bloquer. Il n'y a personne qui se dit quelque chose. Non, il n'y a personne. Du coup, vers 19h, pas très loin de là, d'un coup, chez moi, la claim a été retirée. Donc, à mon avis, il y a quelqu'un chez National Geographic qui s'en est rendu compte. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent comment ça arrivé, il faut savoir que sur YouTube, les gros ayants droit comme ça, ils uploadent quelque chose. Et puis, par défaut, bien souvent, il y a un truc qui gère les droits pour eux, qui dit « Ah, je vais regarder sur YouTube si quelqu'un a déjà uploadé autre chose et on va te... » Hop. Ils ont des options pour soit dire « Oh, ils démonétisent, ils bloquent par défaut, ou alors ils peuvent monétiser pour eux, ou alors ils font carrément supprimer. » Il y a plusieurs options. Ici, moi, la vidéo était juste bloquée, elle n'était pas visible par tout le monde, mais il n'y avait pas, il n'y avait pas de conséquences sur mon compte, quoi. Du coup, à mon avis, National Geographic, ils ont uploadé la rediffusion du live SpaceX parce que beaucoup de gens l'ont fait. Ils avaient même streamé, il me semble, à ce moment-là. Et par contre, ils n'ont pas vérifié leurs droits. Ils n'ont pas vérifié les droits par défaut, à mon avis. Et ils ont mis juste le système qui check et qui, copyright strike tout. Et ils n'ont pas fait attention. Donc la personne qui a uploadé, à mon avis, a fait une grosse bourre, tout simplement. Après, ça semble logique à dire, mais ce n'est pas normal. Pourquoi ? Parce que déjà, ce n'est pas normal qu'une entreprise puisse bloquer littéralement, à mon avis, des milliers de contenus comme ça et que YouTube ne se pose aucune question, surtout quand la NASA est impliquée. Et ce n'est pas normal qu'il n'y ait aucune conséquence. Parce qu'évidemment, il y a zéro conséquence. Moi, j'ai le malheur. Je mets 30 secondes, 10 secondes en arrière-plan, juste il y a quelqu'un dans la rue qui passe, 10 secondes d'une musique copyrightée, je me chope un strike.
eux, ils sont en mode « Oh, on a copyright strike des milliers de vidéos sans faire exprès. Oups !» Il n'y a, y a personne qui est en mode « Tiens, on devrait faire quelque chose. » Non, il n'y a aucune conséquence. Pas d'amende, rien du tout. Et de toute façon, c'est un problème avec YouTube, quoi qu'il arrive. Le truc, c'est sur le web, par exemple, si un site web utilise une musique copyrightée, vous, l'ayant droit, vous pouvez faire une requête DMCA, que ça s'appelle. C'est une requête spéciale qui a été faite pour ce genre de cas. Et ça implique souvent la justice. Simple et efficace. YouTube, eux, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent tous les droits, tous les pouvoirs dans la main de ceux qui ont les copyrights. Ils s'en foutent littéralement des créateurs de contenu. On va être très honnête, ils s'en foutent. Ils essayent de dire toujours oui, on essaye d'équilibrer. Non, ils s'en foutent. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je vais vous donner un exemple. Vous êtes chez vous, tranquille, et puis là, il y a un mec qui vient, qui frappe à votre porte avec les flics, et il est en mode « Cet homme m'a piqué mes fruits. » Peu importe qui l'a piqué en vrai. Et vous êtes en mode bah non, vous avez une preuve. Et du coup, il y a les flics qui vous regardent, et puis ils regardent le mec qui a fait qui vous accuse. Et en gros, ils ne disent rien, ils attendent juste que le mec qui accuse soit en mode non, non, je confirme, il m'a bien volé. Et puis les flics sont en mode ok, et puis hop, vous vous faites arrêter. C'est basiquement ça, YouTube. La personne qui vous accuse est votre juge. Littéralement, c'est votre juge. Donc quand moi j'ai contesté évidemment ce claim d'ailleurs, mais ça n'allait pas à YouTube quand j'ai contesté. Ça allait à National Geographic. C'est National Geographic qui était en mode ouais, on s'est trompé peut-être, ou juste était en mode non, on a totalement raison. Et du coup, il y a des entreprises qui utilisent correctement ça. Vraiment, pour protéger leur copyright, leur truc copyrighté, il n'y a aucun problème. Genre vraiment, soit il les retire automatiquement, il y en a même qui ne mettent pas de strike ni rien. Ils disent juste non, on ne veut pas notre contenu sur d'autres chaînes YouTube, c'est tout. Ça va ici. Mais il y a des chaînes, il y a des entreprises qui vont plus loin. Et c'est déjà arrivé par le passé où il y a des entreprises qui sont en mode oh, tu as utilisé 5 secondes de notre musique copyrightée, eh bien toute ta vidéo nous appartient au niveau des revenus. Et il y a même des gens il y a des sociétés qui passent leur temps à scanner des millions de vidéos pour trouver 5 secondes de trucs. Ils le valident manuellement et ils se chopent tous les revenus comme ça. C'est une entreprise. Il y a une manière pour beaucoup d'entreprises comme ça de se faire de l'argent comme ça avec le système de copyright de YouTube. Et le truc que j'ai déjà dit, ce n'est pas normal que YouTube donne autant de pouvoir. Juste le niveau de pouvoir que vous avez quand vous avez des copyrights sur YouTube est incroyable. Ce n'est pas normal. Et il n'y a aucune conséquence. C'est ça le pire. Il n'y a aucune conséquence. Certainement pas pour National Geographic et Disney, parce que c'est Disney derrière, encore une fois. Donc, il n'y aura aucune conséquence. Et ça, c'est pas normal. Et encore une fois, le créateur de contenu, lui, il a toutes les conséquences. Comme j'ai dit, 5 secondes de trucs copyrightés qui passent en arrière-plan dans la rue, on se fait strike et voilà, on n'a rien à dire. Donc ouais, quoi qu'il arrive, je sais que c'est un sujet qui revient souvent, mais voilà, vu que ça m'a touché directement ici, je tenais à quand même le préciser. Surtout moi, qui n'utilise très très rarement des contenus copyrightés. En général, j'utilise plus... Là, par exemple, sur le Texama Show, c'est en mode... je suis un peu en mode... C'est pas journaliste, mais c'est un peu mode journaliste. J'ai le droit de commenter sur des trucs. C'est de l'usage logique, vous voyez. Si je parle d'un produit, j'ai le droit de montrer des images du produit. Et de toute façon, la plupart des marques autorisent qu'on utilise leur image de produit. Mais c'est dans un intérêt journaliste. Moi, j'utilise jamais de musique copyrightée. J'utilise que des musiques que j'ai le droit d'utiliser. Même sur ma chaîne principale, j'ai une chaîne depuis 2011. Je n'ai jamais eu un seul vrai copyright strike. J'en ai jamais eu. C'est pour dire. Et pourtant, même moi, je me fais avoir par des conneries pareilles. C'est pour dire. Donc, imaginez les gens qui sont un peu plus sur la bordure des limites, quoi. Ouais, ce serait compliqué. Donc, ouais. En gros, fuck National Geographic. Au passage, je tiens à montrer un truc, c'est que, évidemment, les astronautes sont arrivés à la station internationale. Ça, je ne l'ai pas streamé. Donc, il y a une vidéo sur, justement, la chaîne SpaceX, où vous pouvez voir ça. Je ne l'ai pas streamé parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte, mais c'est très long. Pendant des heures, enfin, plutôt, oui, pendant des heures, ils approchent lentement de la station internationale. Ils se dockent. Après, il se passe encore pas mal de temps où ils vérifient tout est bon, tout va bien. Et puis après, ils rentrent. Du coup, vous pouvez vous amuser à regarder, mais oui, dites-vous que c'est très très long. Donc, je veux juste vous montrer le moment où ils sont rentrés. Ils étaient en mode ouais, génial. Vous voyez, là, il y avait différents astronautes. Ils étaient encore dans la capsule. Les voilà, ils vont sortir. Donc, ouais, les voilà. Ils sont en train de sortir. Donc ça, c'était justement Bob en premier, et puis il y avait Doug juste derrière. Donc ouais,
Tout simplement. Donc ils sont bien arrivés, ils sont tranquillement à la station internationale, ils ont quelques missions à faire et tout ça. Ils doivent tester aussi un peu des trucs Ils ont d'ailleurs fait pas mal de tests, encore une fois, de la capsule en arrivant jusqu'à la station internationale. Notamment, déjà, ils l'ont piloté manuellement et ils ont testé aussi de faire des manœuvres, genre, oh, qu'est-ce que ça fait si on monte, on descend, est-ce que ça réagit comme ça doit réagir? Donc ils ont fait beaucoup de tests là-dessus aussi. Mais ouais, si vous voulez regarder, je vous le dis, c'est très long. Donc voilà. Changeons totalement de registre ici, avec une news que je vais rester assez court. C'est une news du fait que Western Digital a été un peu pris la main dans le sac à faire quelque chose de pas très bien. Alors, en gros, les disques durs, il y a pas mal de technologies associées aux disques durs, hein, il faut le savoir. Et une des technologies utilisées ces dernières années, c'est le SMR. Non, ce n'est pas ce que vous pensez. Non, c'est une technologie qui permet en gros d'enregistrer plus de données sur un disque dur. Donc ça permet d'augmenter la capacité du disque dur et de passer à des disques durs justement de 12 Tera, 16 Tera et tout ça. Ce n'est pas utilisé dans tous les disques de 12 Tera ou autre chose, hein, il faut le savoir. Parce que cette technologie, évidemment, a un coût. Un coût pas en termes d'argent, elle a un coût en termes de performance. Qui, pour on va dire, un disque dur externe, par exemple, ce serait pas très grave. Mais par contre, pour un disque dur qui va aller dans un NAS ou un serveur, c'est beaucoup plus grave. Et là, le truc, c'est que Western Digital a été pris la main dans le sac à tout simplement utiliser des disques qui utilisent cette technologie SMR, sur des disques de 4 Tera d'ailleurs. Et du coup, ils l'ont fait pour économiser de l'argent. Parce qu'évidemment, enregistrer plus de données sur le même disque, ça permet d'économiser pas mal d'argent pour les marques de disques durs. C'est un petit peu comme les SSD QLC, vous voyez, genre on enregistre plus de données sur la même puce de mémoire, donc on peut vendre les SSD pour plus cher, malgré le fait que techniquement c'est la même puce de mémoire. Donc ça, c'est un peu la même chose. Ils fabriquent un disque dur qui leur coûte moins cher, ils le vendent au même prix et ils se font de l'argent. Le problème, c'est qu'ils l'ont utilisé sur la gamme RAID. La gamme RAID, c'est la gamme pour les NAS, tout simplement. Et jusqu'à maintenant, normalement, ce genre de technologie était juste utilisé pour des disques plus grands consommateurs, les disques durs externes, les disques durs internes pour un PC fixe, où devrait aller, ne devrait pas poser trop de problèmes. Et en général, c'était utilisé aussi sur les disques plus entrée de gamme, donc pas forcément sur un Western Digital Black ou autre chose. Et du coup, le grand problème, c'est que ça ne marche pas très bien avec certains systèmes de fichiers, par exemple ZFS, qui est un système de fichiers qui permet d'avoir des assez bonnes performances sur votre NAS ou autre chose. Et par exemple, ici, ils avaient fait un test où un disque dur meurt. On le remplace par un nouveau disque dur. Combien de temps il faut pour que tout le RAID se reconstruise? Donc, en gros, pour que ce soit réutilisable. Et avec la plupart des disques durs classiques, c'était plus 16 heures. Avec un de ces disques Western Digital en SMR, un RAID, hein, normalement fait pour ça, ça a pris 6 jours. Donc, ouais, ça, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Donc, évidemment, les gens sont pas très contents parce que vous achetez un disque dur pour NAS et vous vous retrouvez avec un disque dur pas cher qui n'est pas fait pour les NAS. Même si, dans votre cas, pour votre NAS, ça ne poserait pas forcément des problèmes de performance, c'est quand même. C'est pas ce que vous avez acheté. Je suis désolé, c'est de la publicité mensongère et tout. Donc, ouais. Évidemment, beaucoup de gens sont pas très contents. Alors, ils n'ont pas utilisé sur tous leurs disques durs NAS et tout ça, il faut le savoir. Ils n'ont pas utilisé sur les RAID Pro, qui est leur gamme Pro de disques durs NAS. Ils l'ont utilisé seulement sur les RAID et certains RAID, justement. Et aussi, ça fait pas non plus hyper longtemps qu'ils l'utilisent. Donc, par exemple, si vous en avez acheté en 2018 ou autre chose, peu probable qu'ils l'utilisaient. Personnellement, j'ai acheté récemment un disque dur RAID en 3 Tera, encore une fois, pour remplacer celui qui était mort. Hein. Donc, je suis en mode. Est-ce que je dois m'inquiéter? Donc, je vais peut-être vérifier si il y a un moyen de vérifier hein, si j'utilise le SMR. Donc, je pense que j'irai vérifier peut-être pour être sûr, mais bon. Sinon, on passe à d'autres news encore une fois. AMD a une nouvelle technologie qui devra arriver sur ordinateur portable qui est plutôt intéressant en vrai. C'est Smart Shift. En gros, c'est une technologie qui permet, quand vous avez un processeur AMD et une carte graphique AMD sur un ordi portable, de équilibrer la consommation entre les deux pièces. Donc, bien souvent, ce que font les constructeurs d'ordi portables, vous avez une carte graphique, elle peut consommer par exemple jusqu'à 65 watts. Vous avez un processeur, il consomme 40 watts. Voilà, c'est aussi simple. Mais eux, ils sont en mode, OK, ce qu'on va faire, c'est que, oui, le processeur peut consommer jusqu'à 45 watts en temps normal et la carte graphique 60 watts. Mais peut-être que là, on tourne dans un jeu où on n'a pas besoin d'autant de processeurs. On peut le faire tourner à 20 watts, peut-être 30 watts. Et on va donner ces 20 ou 30 watts à la carte graphique en échange. Et du coup, ça vous permet d'avoir la carte graphique qui peut booster plus haut en termes de fréquence et utiliser plus d'énergie
qui aurait pu être utilisé par le processeur. Donc en gros, pour équilibrer selon la tâche en fait. C'est plutôt intéressant. Personnellement, j'attends de voir ce que ça donne parce que il faut quand même tenir compte que ce sera toujours limité par le système de refroidissement aussi, hein, parce que si la carte peut booster, oui, beaucoup plus haut, mais que le système de refroidissement ne suit pas, ça ne sert à rien. Et il faudra voir aussi si les cartes intégrées, là c'était une RX 560M, il faudra voir si elles valent vraiment la peine dans ce genre d'ordi portable et si vraiment il y a un gain énorme. Pour le moment, cette technologie d'ailleurs sera exclusive au Dell G5 pour le moment, donc voilà. Mais ouais, je suppose qu'on devra avoir quelques tests dans le futur proche, et moi je serais plutôt intéressé de voir ce que ça donne. Ensuite, petite news au niveau écran, j'ai accepté tes cookies, voilà. Écran ultra large, je trouvais ça assez intéressant pour plusieurs raisons, vous allez le voir. Donc ça, c'est l'Odyssey de Samsung, et c'est un écran un peu extrême, on peut le dire, si vous le regardez, oui, vous ne rêvez pas, cet écran est extrêmement courbé. Alors, il a une courbure de... C'est du 1000R, il me semble. Oui, c'est du 1000R. Pour information, le chiffre, quand il parle de la courbure d'un écran, il donne un chiffre en... C'est un chiffre suivi de R. Donc, par exemple, 2000R, 1500R. Plus le chiffre est petit, plus la courbure est serrée. Ok. Donc, c'est-à-dire que plus l'écran est courbé, en gros. Donc là, c'est des écrans très courbés. Genre beaucoup plus courbés que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Vous voyez que c'est une sacrée courbe, même. Et donc ça, c'est déjà un élément assez intéressant pour ceux qui aiment bien les écrans courbés, parce que là, c'est sûr et certain, avec une courbure pareille, l'écran vous enveloppe vraiment, vous êtes dedans, quoi. Vraiment dedans. Et ça, c'est plutôt intéressant. J'ai déjà pu tester des écrans courbés, et personnellement, surtout pour ce genre de format, 21 neuvième, non là c'est carrément du 32 neuvième pour info, moi j'aime assez bien. Après, c'est pas pour tout le monde, clairement. Si vous faites des tâches où vous avez besoin de voir les lignes vraiment droites sur l'écran, faites attention. Genre, si vous faites du graphisme ou des trucs dans le genre sur un écran courbé, ça peut être dangereux. Donc faites attention. Mais ouais, dans mon cas, moi, pour jouer aux jeux vidéo, c'était plutôt cool parce que vous êtes vraiment dedans, quoi. Et ici, ce sera encore plus le cas. Autre truc aussi intéressant avec cet Odyssey, bon, il a un design plutôt sympa. C'est un écran d'ailleurs qui devrait coûter 1400 euros, donc c'est beaucoup d'argent. Après, au niveau des specs, étonnamment, ça va encore, entre guillemets. Ça reste très cher. Mais c'est un écran 1440p, mais évidemment beaucoup plus large, 32 neuvième, hein, comme j'ai dit. Donc c'est deux écrans 1440p l'un à côté de l'autre, en gros. Donc imaginez, oui, deux écrans 27 pouces, même un petit peu plus en réalité, il me semble. Mais imaginez, ouais, deux écrans un peu plus de 27 pouces, certainement l'un à côté de l'autre. Vous avez cet écran-là. Et aussi, il peut atteindre 240 Hz. Et ça, c'est plutôt exceptionnel parce que jusqu'à maintenant, la plupart des écrans 32 neuvième, pour information, c'était souvent des écrans en 1080p. Il y en a eu en 1440p aussi, mais pas à 240 Hz. Alors évidemment, tout le monde n'a pas besoin de 240 Hz. Et d'ailleurs, il y a une version de cet écran-là plus raisonnable au niveau design qui est à 120 Hz ou 140, il me semble. Donc là, ce sera déjà plus en correspondance par rapport à ce que les gens veulent. Même résolution et tout, hein. Par contre, il n'est pas aussi courbé. Donc ouais. Ils ont aussi annoncé un G7 32 pouces et un G7 27 pouces qui sont tous les deux des écrans 1440p en 240 Hz pour information. Donc ouais, pas d'énorme différence ici. Ils sont aussi courbés que l'autre. C'est juste que comme ils sont beaucoup moins larges, évidemment, vous ne voyez pas autant la courbure. Mais bon. Donc ouais, juste je voulais en parler parce que personnellement, j'aime assez bien les écrans genre ultra wide. Je trouve ça assez intéressant. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de contenu en réalité qui est créé pour le ultra wide. Genre, tous les films sont filmés en 21 neuvième. Donc ça veut dire que ce genre d'écran est directement compatible avec ce genre de film. Donc c'est plutôt intéressant pour vraiment regarder le film en vrai full écran. Il y a aussi de plus en plus de vidéos YouTube qui sont filmées en 18 neuvième pour supporter le format des téléphones. Donc ça vous permet sur un écran comme ça de voir un petit peu plus, de ne pas avoir des barres noires en dessous. Vous avez des barres noires sur les côtés, mais c'est moins grave sur les côtés, je trouve. Ouais, c'est intéressant. Tous les jeux ne supportent pas, par contre, très bien. Le 21 neuvième, il y a certains, ça a du mal. Et le 32 neuvième, c'est même pire pour certains jeux. Mais bon, moi, je trouve ça intéressant. Si, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais si je ne faisais pas YouTube, j'aurais un écran, pas peut-être comme ça, mais j'aurais un écran 21 neuvième. J'ai déjà un écran 21 neuvième, en fait, mais je l'ai abandonné en quelque sorte parce que pour faire des vidéos YouTube, 16 neuvième, c'est mieux, en fait. Genre, quand je fais du gameplay d'un jeu vidéo, si j'enregistre en 21 neuvième, c'est un peu compliqué après. Genre, je le remets en 16 neuvième en coupant les côtés ou autre chose. Non, c'est très compliqué. Donc ouais, j'enregistre en 16 neuvième et du coup, je devais toujours mettre mon écran 21 neuvième en 16 neuvième, ce qui
casser un petit peu l'intérêt, hein. Genre, vous achetez un écran 21e, puis vous utilisez juste genre le milieu. Ouais. Donc, ouais, personnellement, si je ne faisais pas de vidéo YouTube, j'ai toujours dit j'aurais un écran 21e, très clairement. Et j'en profiterai un maximum. Mais du coup, je regarde ça et je suis en mode ah, ça pourrait être bien de retourner à du 29e autre chose, mais je suis en mode non, je ne peux pas. Éventuellement, je pourrais prendre. Ça existe, il y a des écrans 43 pouces qui sont assez grands. Ben, déjà à distance, moi je peux le reculer assez bien de moi pour que ce soit raisonnable. Parce que si vous avez de la distance avec un écran de 43 pouces, c'est comme si vous aviez un écran de 27 pouces plus proche de vous. Ça revient à peu près au même. L'avantage toutefois, c'est que, par exemple, ben, comme il est un peu plus loin de vous, vous pouvez. C'est un peu moins dangereux pour vos yeux parce que du coup, il y a un peu plus la lumière de la pièce qui peut interagir, mais c'est pas non plus hyper important. Mais c'est plus que vous pouvez avoir une caméra, par exemple ici. Vous voyez, ma caméra, elle est juste à côté. Là, c'est la bordure de l'écran, hein. Vous voyez, là, il y a ma bordure d'écran. Donc, si j'avais un écran plus grand et que je le mettais plus repoussé, la caméra, je pourrais la mettre plus devant moi, limite, et que ça ne gêne pas avec la bordure de l'écran. Juste pour dire. Mais bref, peut-être que je verrai ça dans le futur. On verra bien. Autre petite news, Ike se lance dans le air cooling. Après Corsair, qui s'était lancé dans le air cooling, en réalité, voilà, pas mal d'années, puis qui ont abandonné, et puis qui sont revenus récemment, et qui étaient un peu mixte, on va dire, niveau résultat. Du coup, Ike, le fabricant de water cooling, genre j'ai un water block Ike ici, j'ai plusieurs pièces Ike, beaucoup de trucs Ike là-dedans, même les réservoirs, hein, se lance dans le air cooling. Et je suis juste en mode, ok. On verra bien ce que ça donnera. Très clairement, il faut attendre des tests, honnêtement. Je suis curieux, personnellement. Il y avait beaucoup de gens qui étaient dans les commentaires en mode non. Parce que Ike, le truc, c'est. Il y a beaucoup de gens qui adorent Ike, mais il faut avouer quelque chose avec Ike, c'est qu'ils sont chers. Ils sont vraiment chers. Après, je me dis que s'ils se lancent dans le marché du air cooling, c'est pas pour sortir un truc air cooling qui va coûter 80 € alors que la concurrence le sort à 40 €. Non, ils sont quand même pas cons. Ils vont s'adapter au marché. Mais ouais, il faudra voir évidemment ce que ça donnera au niveau performance. Personnellement, j'ai plus des inquiétudes au niveau de leur ventilateur. J'ai pu tester leur ventilateur, c'est les Vardar là, et je l'ai trouvé pas très silencieux personnellement. Oui, ils ont une bonne pression statique pour traverser les radiateurs et tout, mais j'ai trouvé un peu genre bruyant et ouais, un peu bof en fait. Il y avait déjà des tests d'ailleurs qui avaient été conclus pour les comparer à d'autres ventilateurs. Ils étaient un peu mais quoi, c'est pas les meilleurs clairement. Donc s'ils en mettent sur leur refroidissement à air, ça pourrait être un handicap pour eux par rapport à Be Quiet qui a des très bons ventilateurs ou par rapport à Noctua qui a aussi des très bons ventilateurs. Donc même si leur radiateur est aussi bon ou même meilleur, si le ventilateur suit pas, ça vaut pas la peine. Ou s'ils doivent le faire tourner trop vite, ben, ça fera plus de bruit. Donc ouais, personnellement j'attends de voir ce que ça donne. Il est full RGB d'ailleurs, même si en termes de design, vous voyez qu'il est... On va être honnête, genre un Dark Pro de chez Be Quiet est plus beau que ça. Ou même si vous voulez du full RGB, ben, il y a d'autres radiateurs qui sont plus beaux au niveau full RGB. Par exemple, je sais bien que Cooler Master en a quelques-uns qui sont ben, plus beaux que ça, quoi. Donc je suis un peu en mode, ça fait cheap, mais ils ont quand même mis du full RGB où je suis en mode, à quoi ça sert? C'est un truc qui est censé être cheap, quoi. On dirait un peu un Dark Rock, vous voyez, un radiateur qui doit coûter 30-40 €. Sauf qu'ils ont mis du RGB. C'est un peu ça, en fait. On verra bien. S'ils le sortent à 30-40 €, ce serait certainement une bonne offre. Faudra voir. Et enfin, une dernière news avant de passer aux news de la chaîne. Un truc que je voulais parler quand même, qui c'est assez important. C'est Linus Tech Tips. Ils ont sorti cette vidéo où, en gros, ben, Linus Tech Tips s'excusait. Et je dois personnellement aussi un peu m'excuser là-dessus parce que j'étais coupable du même problème un peu. C'est que quand il y a eu l'annonce de la PlayStation 5, ils ont annoncé évidemment qu'ils avaient un disque SSD très rapide dans la PlayStation 5. C'était même l'un de leurs gros arguments par rapport justement à la Xbox ou même par rapport au PC. Et ben justement, ce que s'excusait Linus Tech Tips, lui, c'est que il a pas mal dénigré ce SSD en disant ben, j'en ai un meilleur ici, tout le tralala et tout. Personnellement aussi, j'ai dû faire quelques remarques, si je me souviens bien, un petit peu en mode ben ouais, on a déjà des bons SSD aussi sur PC, quoi. Mais un truc assez important qui tenait à noter, et je vous invite vraiment à regarder la vidéo si vous pouvez parler en anglais, mais un truc assez important, oui, que personnellement aussi, que je n'avais pas pensé, c'est que, et c'est un truc pourtant que j'avais parlé par rapport au processeur, je vois souvent des gens qui sont en mode, ouais, un processeur 8 cœurs, ça sert à rien. Genre dans les jeux, un processeur 4 cœurs suffit. Et je suis en mode, vous avez raison, mais le truc c'est, si tout le monde reste sur des processeurs 4 cœurs,
forcément, les jeux ne vont pas passer être optimisés pour des processeurs weaker. Vous voyez, il faut d'abord que les gens passent sur des meilleurs PC pour que les développeurs de jeux se disent ah bah tiens, bon, je vais optimiser pour weaker maintenant. Vous voyez? Et du coup, en fait, c'est un peu la même logique ici pour le SSD. Le truc, c'est qu'actuellement, le SSD dans les jeux est juste utilisé comme stockage en fait. C'est vous chargez un nouveau niveau, genre vous avez le temps de chargement du niveau, il charge sur le disque dur, le SSD, il le met en RAM, et puis après vous pouvez jouer. Beaucoup de jeux sont codés comme ça. Et puis pendant que vous vous déplacez dans le niveau, il charge dynamiquement des trucs à distance sur la RAM pour que quand vous arrivez à cet endroit, il y a la texture du panneau, par exemple, juste là, ou la texture d'une vitre, ou je ne sais quoi. Mais le truc, c'est que c'est comme ça qu'on fait actuellement. Pourquoi? Parce que les disques durs, qui sont encore pas mal utilisés en réalité, par exemple dans les consoles de la gène actuelle ou dans des plus petits PC, sont tellement lents en fait qu'ils ne peuvent pas faire mieux en fait. Du coup, quand vous entrez quand vous arrivez à un moment où vous avez des SSD très rapides, et c'est pas juste une question de vitesse aussi, il y a aussi les questions d'accès, des temps d'accès et tout ça, qui sont aussi assez importants pour les SSD. C'est quelque chose qu'on voit pas forcément beaucoup dans les tests, mais vous pouvez avoir un SSD qui est très rapide en termes de vitesse, mais il n'est pas capable de traiter beaucoup de fichiers à la fois, et du coup, il est lent pour certaines tâches. C'est un peu particulier, mais ouais. En gros, pour les SSD, il ne faut pas juste regarder la vitesse de lecture et d'écriture, même si évidemment, c'est quelque chose d'assez facile à regarder. Mais bon, du coup, ici, le truc qu'on pourrait se dire, imaginez un jeu qui est designé pour les SSD. Imaginez un jeu qui tire parti pleinement des SSD, qui va charger dynamiquement, au lieu de mettre en RAM, va laisser sur le SSD et charger dynamiquement quand il en a besoin. Et du coup, il va utiliser moins de RAM, ou alors il va utiliser plus de RAM pour des trucs plus importants, qui en auraient plus besoin. Donc ouais, ça c'est un truc qu'il faut quand même noter, et personnellement, j'étais coupable aussi d'avoir un peu dénigré justement le SSD. Enfin, c'est pas dénigré, j'ai plus dénigré le fait qu'il y avait des remarques qui ont été faites par rapport au SSD de la PlayStation 5 par rapport au SSD de PC, où j'étais un peu aussi en mode, bah oui, mais sur PC, vous pouvez acheter des SSD aussi rapides. Genre, j'avais dit moi-même que j'avais un SSD aussi rapide dans mon PC actuellement que la PlayStation 5. Genre, j'ai un SSD qui monte jusqu'à plus de 4 Go à la seconde. Ouais, c'est techniquement aussi rapide. Mais ouais, il faut aussi voir ce que ça va donner au niveau des développeurs. Si les développeurs des jeux pour PlayStation 5 en tirent pleinement parti, qui ne sera pas forcément le cas de tous les développeurs, soyons honnêtes. Il y a des développeurs qui sont un peu en mode oh, on fait le strict minimum. Mais bon, s'ils en tirent pleinement parti, oui, on pourra avoir une sacrée augmentation de performance. Dans certains cas aussi, il faut voir. Parce que le truc, c'est qu'il n'y a pas aussi de secret. Si vous avez beaucoup de RAM dans votre PC, que le jeu utilise votre RAM correctement, et que vous avez beaucoup de RAM vidéo sur votre carte graphique, ça aide aussi, évidemment. La RAM reste tellement plus rapide que les SSD. Faut rester honnête quand même là-dessus. La RAM reste extrêmement rapide, et c'est la meilleure chose pour stocker des fichiers d'assets ou de textures ou autre chose. Mais bon, je tenais à le dire et à faire la précision aussi de mon côté ici. Il y avait aussi une précision qui disait, c'est que il y a des gens qui ont mal reporté ce qu'a dit le patron de Epic Games, enfin en tout cas un des développeurs d'Epic Games, qui en gros a travaillé sur l'Unreal Engine, c'est Tim Sweeney, et en gros il avait dit, en fait beaucoup de sites de news, et c'est ça que si vous regardez la vidéo, beaucoup de sites de news ont indiqué que Tim Sweeney avait dit que en gros le SSD de la PlayStation 5 était plus rapide que n'importe quel PC. Mais en fait c'est pas ce qu'il avait dit. Il avait dit que le SSD de la PlayStation 5 était l'un des meilleurs SSD que vous pouvez avoir. Ce qui est totalement différent, en fait. C'est pas genre, ça passe de oh, je critique les PC à oh, bah c'est un des meilleurs SSD, mais les SSD de PC aussi sont très rapides. Et vous voyez, c'est pas du tout le même message. Donc ouais, en gros, ouais, il y a des articles qui ont été mal rédigés. Et c'est ouais, un peu dommage de voir que certains sites de news ont profité pour déformer les mots comme ça. Mais du coup, ouais, c'est-à-dire que Tim Sweeney n'a rien dit de mal, honnêtement. Il n'a pas dit de fausses informations ou autre chose. Et oui, tout ce qu'il a dit est correct, est tout à fait correct par rapport au SSD de la PlayStation 5. Donc ouais, dans tous les cas, on verra ce que ça donnera. Personnellement, par contre, contrairement un peu à Linus Tech Tips, moi, personnellement, je trouve que les consoles ont une raison d'exister. Je ne suis pas en mode, ouais, je joue que sur console autre chose.
Je ne suis pas non plus un grand fan de console, mais je comprends pourquoi les gens les achètent surtout, et pourquoi ils ont besoin de consoles. Il y a quand même des trucs très pratiques avec les consoles, donc personnellement, je n'ai pas vraiment de problème avec les consoles. J'ai juste un problème, oui, quand il y a un peu des conneries en mode marketing ou autre chose. Et ça n'en était pas une, justement, par rapport, en tout cas aux explications de Tim Sweeney par rapport au SSD de la PlayStation 5, c'est pas des conneries de marketing. Il y a souvent des conneries de marketing, hein, quand même, de temps en temps, notamment quand Microsoft avait parlé de la Xbox non, la Xbox One X, où ils avaient dit qu'elle avait les meilleurs pixels, les plus gros pixels, ou je ne sais quoi. Ça, c'était vraiment de la connerie. Mais ouais, dans tous les cas ici, ça n'en était pas une, donc je tenais à faire aussi la précision de mon côté et m'excuser sur le fait que oui, maintenant je ferai beaucoup plus attention. Déjà, quand je vois, quand quelqu'un a dit quelque chose, de bien aller voir ce qu'il a réellement dit, parce que des fois c'est déformé. Et puis aussi, j'attendrai de voir aussi ce que ça donne, c'est le PlayStation 5 au niveau de son SSD. Parce que peut-être que si les développeurs en tirent pleinement parti, ça pourrait être plutôt intéressant. Ensuite, petite news très rapide de la chaîne Texama, par rapport un petit peu à ce qui va arriver d'ailleurs. J'ai quelques trucs assez intéressants. Notamment, j'ai le droit de la montrer, mais j'ai pas le droit de vous donner des chiffres de test avant une certaine date. Mais j'ai une carte mère en B550 ici sous la main. Donc je vous ferai dès la sortie officielle des tests surtout de VRM, ce qui m'intéresse, voir est-ce que vous sacrifiez quelque chose en prenant une carte mère en B550 par rapport à une X570. Évidemment aussi, ce sera intéressant de voir les prix à ce moment-là. Il n'y a pas encore d'idée de prix pour le moment, donc ouais, il y a des leaks et tout ça, mais je suis en mode, j'attends de voir les prix en Europe, les vrais prix en Europe, parce que des fois, ça varie énormément par rapport aux prix américains et tout ça. Mais ouais, ça arrivera. Il y a aussi ça, que j'ai acheté par moi-même pour une autre vidéo. Ça, c'est une 1650 Super. C'est une petite carte graphique, pas énormément puissante évidemment, mais qui devrait être plutôt intéressante pour une tâche assez particulière. Et il y a deux vidéos où elle sera concernée en réalité. Il y a une première vidéo où je vais parler un petit peu du marché de l'occasion. Donc pour ceux qui sont en mode j'aimerais un PC gamer vraiment pas cher, ça vous concerne ici. Et aussi ça concernera le streaming et tout. Donc ouais, des contenus qui devraient être plutôt intéressants. Donc ça arrivera quand ce sera fini aussi. Donc je ne dis pas oh ça arrive la semaine prochaine. Non, déjà j'attends encore des trucs qui doivent arriver pour être livré, donc ouais, ça prendra un petit peu de temps. D'ailleurs, j'ai besoin de votre avis là-dessus. Un autre truc que je veux faire au niveau des séries futures, c'est des séries un petit peu au niveau d'Amazon. Il y a des trucs assez intéressants, pas forcément juste Amazon. Au niveau des produits pas chers, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, et c'est tout à fait normal, qui sont en mode ok, je vais prendre le truc le plus recommandé qui est le moins cher possible. Et ça, c'est très présent sur Amazon, par exemple. Ouais, si vous tapez sur Amazon écran gaming, vous allez tomber sur un écran à 120 euros, vous voyez. Et du coup, j'aimerais faire une série, et d'autres chaînes YouTube, même au niveau FR et au niveau anglaise le font, hein, je tiens à le préciser. Il n'y a rien d'original dans cette série, hein. Et ne me dites pas c'est copié de tel YouTuber, parce que lui aussi, il a certainement copié d'un autre YouTuber avant. Tout le monde se copie là-dessus, il n'y a personne qui est original là-dessus, soyons honnêtes. Il y a des articles ou plutôt des magazines qui faisaient déjà ça dans les années 90, donc ne vous voilez pas la face, ce n'est pas original comme concept. Donc j'aimerais faire ça, parce que c'est intéressant, quoi qu'il arrive, tester un produit que beaucoup de gens achètent, et voir s'il est réellement bon, tout simplement. Est-ce que ce truc que tout le monde a acheté sur Amazon, tout le monde a recommandé, est-ce qu'il est réellement bon, ou si c'est juste genre une autre raison dérivée derrière. Il y a un produit notamment que j'ai acheté, que je vais en parler dans la première vidéo, vous allez voir qu'il y a peut-être une des raisons dérivées derrière pour laquelle il est beaucoup recommandé par les gens. Donc ouais, j'aimerais faire ce genre de contenu. Du coup, c'est un peu une série en quelque sorte, parce que je vais traiter de différents contenus. Donc c'est un peu comme les configs de la semaine. Hein. Enfin, les configs de la semaine, c'est plus configs de la semaine maintenant, mais quand je fais une config gamer pour autant d'euros, c'est un peu dans la série des vidéos config, où je fais d'autres configs. Donc là, ce serait dans la série des vidéos où je teste les choses que les gens recommandent le plus ou achètent le plus sur Amazon. Donc je ne sais pas le nom que je pourrais donner. Donc si vous avez des idées là-dessus, genre est-ce que je pourrais appeler ça, par exemple, je sais bien que Linus Tech Tips, eux, ils étaient en mode tout le monde achète cet écran, est-ce qu'il est bon? Ou des trucs dans le genre, vous voyez. Mais qu'est-ce que je pourrais utiliser comme titre en fait? Je me demande. Est-ce que je suis en mode l'écran le plus acheté sur Amazon, est-il bon? Vous voyez, peut-être un truc comme ça. Et ça peut être adapté pour d'autres trucs. Donc, la souris la plus achetée sur Amazon, est-elle bonne? Le clavier le plus acheté sur Amazon, est-il bon? Ou alors, la souris la mieux notée sur Amazon, est-elle bonne? Vous voyez, il y a aussi la note, il y a aussi l'achat. Est-ce que je parle plus de ce que les gens ont acheté, ou est-ce que je parle plus de ce qui est le plus noté, ou peut-être l'écran le plus recommandé sur Amazon? Non, je pense que parler d'achat serait plus logique. Donc,
donnez-moi votre avis là-dessus. Je serais assez intéressé. Et ça, ce serait un nouveau type de contenu. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez dû le voir, il y a toujours un Texama Show chaque semaine. Il y a toujours au moins une petite vidéo semi-review chaque semaine. Et puis une vidéo config ou une vidéo présentation de quelque chose. Et du coup, j'aimerais rajouter à ça cette nouvelle série un petit peu où de temps en temps, je parle de produits Amazon. Et en plus, grâce à votre soutien, que ce soit les gens qui ont pris un abonnement payant sur la chaîne ou les gens qui regardent des pubs sur la chaîne, tout simplement, et aussi de temps en temps des vidéos sponsorisées, ce genre de vidéo est possible pour moi parce que, évidemment, je ne peux pas contacter Amazon et leur dire donnez-moi votre truc. Ils vont pas le faire. Donc, je les achète moi-même. Je les achète de ma poche et je les teste réellement. Et je ne m'amuse pas à les renvoyer après à Amazon, à part s'ils sont vraiment mauvais. Hein. Ça, s'il y en a vraiment un de mauvais, je le renverrai à Amazon, je tiens à le préciser. Mais je ne m'amuserai pas à les renvoyer parce que, sur moi, c'est pas très respectueux. Donc ouais, je testerai et je paierai de ma poche. Donc c'est l'avantage aussi ici à générer de l'argent avec la chaîne Texama, ça me permet de faire des contenus que je ne pourrais pas faire en temps normal, tout simplement. Petit parallèle à ça, d'ailleurs, je vais même le mettre différemment dans la timeline. Enfin, je vais le mettre à part. C'est le sujet des vidéos sponsorisées. Je pense que c'est un sujet assez intéressant et assez important. Je tenais juste à repréciser certaines choses sur ma chaîne. C'est que moi, tous les contenus sponsorisés sont toujours indiqués, que ce soit à l'écrit, à l'oral, même avec le petit truc YouTube qui s'affiche en bas à gauche. Le truc en bas à gauche, toutefois, je ne le mets pas quand c'est une pré-roll. Les pré-rolls, c'est quand vous avez un message sponsorisé en tout début de vidéo, et puis après, la vidéo est juste normale. Donc, par exemple, quand je suis « Oh, bienvenue pour ce nouveau Texama Show. Au fait, ce Texama Show, vous êtes présenté par l'air. Voilà. Achetez-vous aussi de l'air. Respirez-le dès maintenant. » Vous voyez, quand je fais ce genre de truc, je mets pas le truc en bas, parce que c'est juste genre 30 secondes, 1 minute, et puis après, ça disparaît. Le reste de la vidéo n'est pas sponsorisé, quoi. Donc, ouais, je vais pas afficher un message sponsorisé pour toute une vidéo où il y a juste 30 secondes. Ce serait illogique. Mais je le précise à l'oral et tout ça. Et puis, vous pouvez skip si vous n'êtes pas intéressé. Donc, ouais, quoi qu'il arrive, ça, c'est toujours indiqué. Aussi, personnellement, et ça, c'est très important pour moi, je n'accepte pas de vidéos sponsorisées sur des mauvais produits. Voilà. Même si, évidemment, je suis sponsorisé pour dire du bien d'un produit, au préalable, quand je le dis clairement à la marque, c'est que je regarde le produit, je regarde s'il est intéressant, et si, pendant que je le teste, parce que je le teste quand même, mais c'est pas un vrai test que je sors, hein, c'est pas... des tests sponsorisés, ça n'existe pas chez moi, parce qu'un test ne peut pas être sponsorisé, c'est un test, c'est logique. Parce que imaginez un test sponsorisé à votre école, ça veut dire que vous avez payé votre prof, je ne sais pas, c'est un peu ça, vous voyez, hein. Donc ouais, un test ne peut pas être sponsorisé, mais je le teste quand même, en mode, est-ce qu'il est bon? Ici, je suis en mode, ok, c'est un bon produit. Peut-être que c'est peut-être pas le plus intéressant parce qu'il est un peu plus cher que les autres, mais il n'y a aucun problème à le recommander. Je suis en mode, ok, j'accepte de faire le truc sponsorisé. Mais ouais, je ne fais pas de trucs sponsorisés sur des mauvais produits. Ce n'est peut-être pas le meilleur produit à chaque fois pour tout le monde, mais en tout cas, c'est un bon produit qui n'a pas de problème. S'il a des problèmes, je dis à la marque clairement, non, ce n'est pas possible, je leur redonne leur produit et il n'y a pas d'argent qui est versé ni rien. Voilà, ça ne se fait pas, tout simplement. Donc je tiens à le préciser là-dessus. Pour moi, c'est très important. Pas de mauvais produits ici sur la chaîne. Et sinon, oui, pas de test sponsorisé, ça n'existe pas. Un test ne peut pas être sponsorisé, ça contredit l'idée du test, encore une fois. Donc moi, quand je fais une vidéo sponsorisée sur un produit, je parle plus du produit ou je parle d'une technologie en rapport avec le produit. J'aime bien aussi être informatif dans ces vidéos sponsorisées, en profiter pour donner une plus-value, que ce ne soit pas juste une pub, hein, vous voyez, de 10 minutes. Par exemple, c'était le cas avec la vidéo de Wi-Fi 6. Je parle du Wi-Fi 6, puis après, j'ai même fait exprès, j'ai parlé beaucoup de Wi-Fi 6, puis après, j'ai parlé du truc sponsorisé après. Vous voyez, j'essaye de donner toujours un côté intéressant pour tout le monde, quoi qu'il arrive. Après, évidemment, ça dépend aussi des produits. Mais bon, si un produit ne me permet pas de faire quelque chose, selon moi, d'intéressant, j'accepte pas, tout simplement. Je peux vous dire que, et c'est le cas avec ma chaîne gaming, je refuse pas mal de trucs sponsorisés parce que la plupart des trucs sponsorisés, c'est vraiment pour des trucs vraiment nuls à chier ou des produits nuls à chier, des services nuls à chier. Donc ouais, vous inquiétez pas, j'en accepte déjà pas beaucoup. Je ne prends que selon moi les plus intéressants, les marques respectées, les marques qui ont des produits réellement intéressants et les produits qui ont un intérêt tout simplement. Donc ouais, quoi qu'il arrive là-dessus, je voulais juste faire la précision pour que ce soit clair pour tout le monde parce que selon moi, c'est assez important d'en parler. Il y a beaucoup de youtubeurs qui cachent un petit peu ça et qui font exprès de cacher littéralement des trucs sponsorisés dans leur contenu sans même que ça se voit ou autre chose. Et ce n'est pas normal. Ce n'est clairement pas normal. Donc ouais, je voulais que ce soit clair pour tout le monde ici.
Si vous voyez un contenu sponsorisé sur la chaîne, ou quand vous voyez que je parle d'un produit, je suis en mode oh j'adore ce produit, il est vraiment génial, et que vous dites oh on dirait un truc sponsorisé. Non, si j'ai pas dit que c'était sponsorisé, c'est que réellement j'adore ce produit et que je l'aime vraiment bien. Donc ne commencez pas à essayer de deviner en mode ouais est-ce que c'est sponsorisé caché ou autre chose. Non, si j'ai pas dit que c'était sponsorisé, c'est pas sponsorisé. Donc si je suis en mode j'adore cette lampe, je l'aime vraiment bien d'ailleurs cette lampe, c'est que je l'aime vraiment bien. Et bien souvent quand je parle d'un produit que j'aime vraiment bien, c'est que je l'ai acheté. Donc je vais pas être en mode genre oh je vais acheter ce produit pour dire du bien sur ce produit sans être sponsorisé. Non, si je dis du bien sur un produit, c'est qu'il est vraiment bien, tout simplement. Donc ouais, voilà, quoi qu'il arrive, je tenais à faire cette précision. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texamash aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Aimez-vous le nouveau format où je traite un peu plus de news, ou certaines news j'en parle plus, d'autres news j'en parle moins. Je suis toujours en train d'ailleurs de regarder à peut-être rajouter d'autres petits trucs dans le Texamash Show, notamment l'interface, hein, mais comme j'ai dit, je dois faire d'autres tests pour cette interface. Donnez-moi des retours là-dessus si vous êtes intéressé. Et sinon, ouais, c'est à peu près tout. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. Si vous avez des remarques, un commentaire. Et si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos, notamment sur la B550 et tout ça, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être sûr de recevoir les notifications. Parce que des fois, c'est pas totalement garanti avec YouTube. Par contre, c'est toujours garanti de recevoir un copyright strike de la part de YouTube. Ah, ça, ils l'enverront toujours à temps. Même si c'est dimanche. Même si c'est dimanche à 10h du matin. Il n'y a aucun problème là-dessus. Enfin bref. Ciao, ciao.